Mesdames et messieurs, bonjour. Bonjour. Thank you. Je suis vraiment heureux d'être avec vous une fois encore ce matin pour une session qui a toujours été très délicate. Depuis le lundi au moins, nous tous nous parlons de démocratie qui semble être le socle dans lequel le leadership stratégique doit s'opérer. Mais malheureusement, de mon expérience tout au moins, ce que c'est que la démocratie demeure une question essentielle. Le nœud gardien de toute la problématique de sécurité repose sur ça. Mais comme c'est assez délicat, nous tous essayons de l'éviter, au point où le concept est même galvaudé. On l'utilise quand on veut et pour justifier des actes qu'on ne peut même pas justifier. Alors, ce que je voudrais faire ce matin avec ma collègue Dorina, c'est d'abord d'explorer un peu le concept de démocratie avec vous, de nous rappeler à nous tous qu'avant la colonisation, il y avait des pratiques qu'on peut qualifier de démocratiques sur le continent. Comment ces pratiques ont été sacrifiées, des progrès qu'il y a eu, ça il faut le reconnaître, entre il y a 15 ans et maintenant, même les aveugles peuvent voir que le continent est en train de bouger. Maintenant, à quel rythme? Là, c'est nos débats. Et enfin, je partagerai avec vous ce que je vois comme défi qui va tout droit maintenant dans ce que nous tous, en tant que leaders, nous devons faire. En guise d'introduction, ou de plan du moins, vous aurez une introduction rapide. Je vais parler de la démocratie en tant que concept controversé, parce qu'aujourd'hui, on a beau parler, vous avez des gens qui vont vous citer Winston Churchill, qui le 11 novembre 1947 déjà, disait que la démocratie est le pire des régimes, à l'exception de tous les autres qui ont été expérimentés dans l'histoire de l'humanité. Donc, c'est bien, tout le monde en parle. Et on va faire le contour de ce concept. Démocratie et l'Afrique traditionnelle, les progrès, les défis, relations civilo-militaires et la démocratie, concrètement, compte tenu de l'audience, les conflits et la paix durable, et une conclusion. En guise d'introduction, je vous dirais que c'est depuis la chute du mur de Berlin et le dégel de la guerre froide en 1990 que vous avez une sorte de changement, que vous avez ce que Samuel Huntington appelle la troisième vague de démocratisation. Vous avez la fin de l'histoire, d'après Fukuyama Francis. Autrement dit, il y a eu un combat entre le capitalisme et le socialisme, ou le communisme, et le capitalisme a damé le pion au communisme. Et c'est ça la victoire de l'histoire. Vous avez la paix démocratique, que Emmanuel Kant et autres ont depuis longtemps, que si tous les pays pouvaient être des démocraties, il n'y aurait plus de guerre. Parce que les démocraties ne se battent pas entre elles. Ça, c'est la théorie. Dans la réalité, au nom des intérêts, les démocraties peuvent se battre et se sont battues entre elles. Vous avez la pression des bailleurs de fonds. Vous avez la ténacité légendaire de la société civile. Mais vous avez aussi quelque chose dont on ne parle pas souvent, qui est la contribution des forces armées. De mes recherches, je n'ai pas encore vu un seul pays qui a pu démocratiser, entre guillemets, sans la volonté, le soutien ou l'appui de l'armée. Et ça, il faut le leur reconnaître ça. Alors, quand on fait l'état des lieux, il y a des énormes défis à relever encore. D'aucuns parlent de démocratie tropicalisée ou virtuelle. Autrement dit, on a tous c'est-à-dire tous les accoutrements d'une démocratie, toutes les institutions sont en place, mais à la fin, personne n'a rien à faire de ces institutions.
Alors, maintenant, en ce qui concerne le concept même, si vous prenez la démocratie, étymologiquement, du grec démos et kratos, c'est le pouvoir au peuple. Mais c'est un concept qui, depuis l'Antiquité, dès les débuts, a connu une controverse. Vous avez certains qui pensent, dans le mot peuple même, c'est ça l'objet c'est ça le problème. C'est quoi le peuple quand on dit le peuple? Vous avez le pouvoir détenu par le peuple par opposition au pouvoir détenu par un petit groupe. Ça, c'est l'oligarchie. Par un individu, vous avez la monarchie, parfois la tyrannie, ou par des privilégiés, l'aristocratie. Mais les désaccords sont toujours là. Est-ce qu'il faut une démocratie directe, libérale, représentative ou constitutionnelle? Tout ça sont des débats toujours en cours. La preuve, c'est qu'à un moment donné, vous avez, dans les pays soviétiques ou communistes d'antan, ce qu'ils appellent centralisme démocratique, où vous avez un petit groupe de luminaires, des gens qui sont tellement intelligents, qui se sont donnés, au niveau du bureau politique, la mission de conduire les autres. À la fin, on a vu où est-ce qu'ils ont conduit le train. Maintenant, quand vous voyez même au sein du monde occidental, et c'est là où c'est important de faire attention, le mot démocratie que tout le monde embrasse aujourd'hui n'a pas toujours été un système adoré, aimé. Non. Si vous prenez Platon, par exemple, quelle est la position de Platon par rapport à la démocratie? Platon condamne la démocratie parce qu'elle corrompt le discours public et la rhétorique, selon Platon. Et en lieu et place, il propose le roi philosophe. C'est-à-dire qu'il faut que le pouvoir soit confié aux personnes instruites en philosophie et en art de guerre. Donc, quelque part déjà, le militaire peut être président, depuis Platon. Vous prenez Aristote. Lui préfère le régime constitutionnel, qui est un mélange de la démocratie et de l'oligarchie, parce qu'il est contre la tendance de quelques-uns à exploiter la masse. Ça, c'est la position d'Aristote. Vous prenez Cicéron, qui est un homme d'État romain. Lui voit la démocratie pure un désastre et suggère une théorie du régime mixte comportant des éléments monarchiques, aristocratiques et démocratiques. Thomas d'Aquin, qui croit que la démocratie va contre l'ordre naturel et la rejette en faveur d'une monarchie limitée. Vous prenez Thomas Hobbes. Lui, il est clairement favorable à la monarchie, car selon lui, c'est la forme de gouvernement la plus à même d'apporter la paix et la sécurité. Parce que nous sommes dans un monde très difficile selon Thomas Hobbes. Quand vous allez à Jean-Jacques Rousseau, pour lui, la démocratie équivaut à une aristocratie élue. Et la volonté générale du peuple doit, selon lui, s'accomplir par un contrat social. Même la définition d'Abraham Lincoln du 19 novembre 1863, que tout le monde cite, le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. C'est qui le peuple? D'ailleurs, le sociologue français Maurice Duverger a suggéré que ce que Abraham Lincoln disait devait se traduire autrement et se lit comme le gouvernement pour le peuple par une élite extraite du peuple. Ça, c'était en 1951. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire, au lieu que les Africains embrassent la démocratie, presque naturellement, il faut fouiller, il faut décanter le concept. Il ne faut pas prendre l'enveloppe sans l'ouvrir. Ça veut dire que normalement, dans l'idéal, quand en 90,
François Mitterrand a réuni les Africains à la Baule pour dire, si vous ne demeurez pas démocratique, il n'y a plus d'aide. Les Africains ne devaient pas dire, d'accord, merci beaucoup, Monsieur le Président, on va devenir démocratique. Non, dans l'idéal. Que nous demandez-vous, Monsieur le Président? De quelle démocratie parlons-nous, Monsieur le Président? En quoi cela nous arrange ou arrange nos peuples, Monsieur le Président? Ça n'a pas été dit. Et l'histoire a révélé que pendant que Mitterrand demandait ça, ce n'était pas au nom de la démocratie en fait. C'était parce qu'il y avait des pays du précaré ou des pays qui en fait gênaient à travers leurs conférences nationales et autres. Alors donc la France, pour des raisons d'intérêt national que moi j'apprécie, voulait que certains pays soient démocratisés, entre guillemets, mais d'autres pas. Et la preuve, c'est que entre 90 et 91, entre La Baule et Chaillot, un an après, le même Mitterrand a dit, quand la démocratie a commencé par maintenant s'attaquer à des pays du précaré, nous, Africains, prenez votre temps, vous n'avez pas à courir. Il y a un an, il fallait démocratiser, sinon il n'y a pas d'aide. Un an après, ne vous en faites pas. Même si vous ne démocratisez pas, vous aurez les aides. Alors, je vous demande à nous, Africains, devons-nous continuer à prendre ce qu'on nous donne ou devons-nous réfléchir un peu sur ce qu'est qu'on nous donne? Je crois que c'est ça qui est important en ce qui me concerne. Mais malgré tout ce que je dis de la démocratie, je crois que c'est le seul système qui permet à la majorité de diriger et pas seulement de profiter. Maintenant, comment vous l'appelez? Ça, c'est un autre débat. Et c'est en cela que quand vous rentrez dans l'Afrique traditionnelle, et certains pensent que le concept a été imposé, d'après ce que je venais de dire tantôt, vous allez comprendre qu'il n'y a pas d'imposition en tant que telle. C'est que nous ne savons pas quand dire non. C'était plutôt ça, à mon avis. Alors, quand vous allez au système traditionnel, je peux déjà vous dire que la notion de liberté fondamentale a toujours une notion que les Africains ont démontrée à travers les royaumes de Kouch, de Méroé, de Nubie. Il y a plusieurs royaumes, Monomotapa, où le roi qui était roi pouvait se comporter en monarque impérial tout et tout, mais pourtant tenait compte de ces sujets, déjà dans l'Afrique traditionnelle. Et souvent, vous avez l'Occident qui va vous parler de la Magna Carta, la Grande Charte, en 1215, qui a régi les libertés fondamentales. Mais ce que l'Occident ne vous dit pas, c'est qu'en 1236, il y avait aussi déjà ce que les Malinqués appellent Maden Kalinkan ou le Kurukan Fuga, qui est une constitution aussi, qui a fondé les bases même des libertés individuelles en Afrique. En 1236 déjà. Okay? Quand vous allez au nom de la liberté, même au 19e siècle, récemment encore, et vous allez en Afrique australe, où vous avez le Mfekane, ou chez les Sesotho Difakane, c'est un principe, autrement dit, pendant que les guerres Zoulous battaient leur plein, tout le village, tout le peuple, Nzilikaze, le roi est parti avec son peuple et dit aux Zoulous, si vous voulez régner là, allez-y, vous avez le village à vous. Alors comme il n'y a pas de roi sans sujet, régnez sur le village. C'est pour vous dire juste que les Africains étaient imprégnés comment leur liberté leur était chère. Alors, ce que ça veut dire concrètement, c'est que le système politique traditionnel avait compris qu'il n'y a pas de monarchie sans sujet. C'est ça, c'était clair. Il y avait des garde-fous et des contre-pouvoirs réels, relativement parlant, par rapport à aujourd'hui. Vous avez des groupes, des organisations de jeunes, de la jeunesse, organisations de femmes, qui avaient un pouvoir réel. Donc je crois que c'est important. La décision majoritaire, certes,
relative symbiose entre dirigeants et dirigés. C'est vrai qu'il y a eu des royaumes cruels qui ont existé, il ne faut pas le nier, mais dans l'essentiel, je crois qu'il y avait les ingrédients de ce qu'on appelle démocratie aujourd'hui. La capacité de rendre compte, la redevabilité, c'était là, dans l'Afrique traditionnelle. Malheureusement, avec la colonisation, les Européens qui sont venus pour illuminer le siècle des Lumières, il fallait aller civiliser les sauvages. Malheureusement, ils sont venus, et ça aujourd'hui on le sait, parce qu'en matière de civilisation, malheureusement, c'est les Africains qui avaient civilisé les Européens. Hérodote, Platon, Aristote, tous sont allés en Égypte, en Alexandrie étudier. Et ça, c'est l'histoire, malheureusement. Parce qu'il y a un temps où, quand on veut l'enseignement supérieur, il n'y avait pas une autre institution que l'université d'Alexandrie. Et après, alors que les Européens avaient déjà engagé au XVe siècle les Africains, à travers le commerce et autres, au XVIIe, XVIIIe siècle, ils ont senti la nécessité d'aller maintenant coloniser, étendre leur empire, parce qu'en Europe, ils ne se parlaient plus. En Europe, ça n'allait plus. Donc ce n'est pas qu'ils sont réveillés un jour pour dire, vous êtes des sauvages, on va vous coloniser. Non. Ils étaient venus voir les sauvages en action. Ils sont allés en Égypte voir que la femme pouvait être reine. Ils sont venus voir que, comment on appelle, les pyramides ont été construites par des Nubiens, des Noirs, et qu'aujourd'hui, avec toute notre technologie, on n'est pas en mesure de comprendre comment ils l'ont fait. Jusqu'aujourd'hui. Ça, c'est les sauvages qui ont construit ça. Et pourtant, les civilisés sont incapables de dénoncer, de décanter ce que les sauvages ont fait. Alors, ça veut dire que, concrètement, avec la colonisation, je ne veux pas tout leur imputer, le système qui est en place devait partir pour que la civilisation, entre guillemets, vienne. Et à la fin, on a vu ce que c'est que la civilisation. Il faut simplement exploiter jusqu'au fin fond les colonies qui vous appartiennent. Et on a vu avec le Congrès de Berlin et autres, la suite. En matière du militaire, dans beaucoup de pays de colonies, alors qu'en Europe déjà, ils ont fait la différence entre les fonctions civiles et militaires, sur le continent, on n'a pas observé ça. La plupart des responsables de ces colonies étaient des militaires. Alors, les Africains ont vu que le militaire pouvait être chef, pouvait diriger une colonie. Alors, c'est ça qui a fait qu'à la fin, ils ont dit, bon, il n'y a pas de distinction après tout. Nous sommes des citoyens habillés, aussi on peut rentrer dans la politique. Maintenant, en matière de progrès, rapidement, il y a la fin, que j'appelle la fin théorique du parti politique, du parti unique. Théorie parce que vous avez beaucoup de pays où c'est le parti d'avant qui s'est disloqué et est devenu 4 ou 5 partis. Ça, c'est-à-dire l'ingéniosité de l'Africain. Quand c'est négatif, là, il n'y a aucun débat. On est tellement créatif que c'est même ennuyant. Il y a une relative tolérance de l'opposition. Ça, il faut l'admettre. Retour progressif des libertés. Élections périodiques et régulières, même si elles sont entachées souvent d'irrégularités. Société civile beaucoup plus active. Une participation politique plus concrète. Et des forces de défense et de sécurité plus professionnelles, de plus en plus professionnelles. Maintenant, pour les défis, élections malheureusement, et ça c'est un autre, je crois, un défi très important. Nous sommes en train de confondre un outil avec son utilité. Les élections, c'est très important, crucial dans une démocratie, mais en elles seules, elles ne font pas une démocratie. Donc c'est des moyens pour une fin et non une fin en soi. Élections controversées dans beaucoup de pays, une fois encore parce que l'objectif c'est d'avoir le pouvoir et c'est à travers le pouvoir qu'on s'enrichit. Donc le débat devient vraiment, vraiment sérieux. L'état de droit a toutes les peines à être mis en place. Démocratie et développement, le fossé s'agrandit. Autrement dit, les Africains étaient pauvres sous les autocraties. Ils sont pauvres démocratiquement. À la fin, ça ne fait pas de différence pour les Africains, la plupart d'entre eux. Les conflits sont toujours là,
Même dans les démocraties, ce n'est pas encore entièrement résolu. Et le problème d'amendement fantaisiste de constitution. Ça, c'est un des problèmes épineux du continent. Toute constitution a en elle-même des clauses d'amendement. Ça, c'est connu. Ce n'est pas là le problème. Mais quand faut-il amender? L'opportunité, c'est ça le problème en Afrique. Et des gens veulent construire, tailler des chemises à leur mesure. Et c'est ça qui crée beaucoup d'ennuis. Maintenant, ce qui concerne les relations civilo-militaires, rapidement, comme je disais tout à l'heure, la colonisation n'a pas aidé. Vous avez la plupart du temps, des recrutements parmi des groupes ethniques. Ça, c'est connu. Il y a des groupes qu'on a aperçus comme martiaux, des gens qui sont très forts, grands. Et c'est là où on va puiser et on prend un groupe pour attaquer l'autre. Ça, c'est ce que le colon a très bien fait. Les rangs d'officiers, souvent, c'est normal, c'est les officiers européens qui devaient les avoir. La répression interne, plutôt que défense nationale, la plupart des armées précoloniales ou coloniales, même c'était ça. Et les relations civilo-militaires ont pris un mauvais départ. Mais ce qui est important rapidement, c'est que quand on prend l'Afrique précoloniale, il n'y a que 2 coups d'État que moi j'ai pu documenter pour le moment. Le premier, c'est en 1255 dans l'Empire du Mali, où à la fin, à la mort de l'empereur, ses enfants n'ont pas pu s'entendre. Et c'est là où un civil, ce n'est même pas militaire, Sakora, civil en plus esclave, c'est pour vous dire la complexité de l'Afrique traditionnelle. C'était un esclave qui était aimé du roi et contrôlait un peu la cour. Et comme les enfants se battaient, Sakora dit, taisez-vous, je prends le pouvoir. C'est ce qu'on peut appeler coup d'État, premier coup d'État. Civil, en 1255. Deuxième coup, c'est dans l'Empire Songhai. À la mort de l'empereur Soni Alibert, ou Soni Ali le Grand, il y a le général, chef d'état-major pratiquement, Askia Mohamed, qui a pris le pouvoir pour la dynastie des Askia. Sinon, dans la plupart des cas, le chef d'état-major savait que le roi était son supérieur, il devait prendre des ordres du roi, il n'y a jamais eu de confusion à ce niveau-là. C'était clair. Et comme j'ai dit tantôt, l'ingérence du militaire est partie de cette notion de la colonisation, que le militaire peut aussi jouer ce rôle-là. Depuis un certain temps, 99 tout au moins, à Lomé, vous avez l'OUA et après l'Union africaine qui essaie de condamner les coups d'État militaires. Mais même là, ça dépend de qui a conduit le coup, ça dépend des enjeux. Sinon, un coup d'État ne s'appelle pas coup d'État, selon là où il s'est produit et qui est en cause. Alors, pour les conflits, ça je crois que je ne vais pas m'attarder là-dessus, c'est très important, on en avait parlé je crois le mardi déjà. On ne peut pas attendre les élections pour pouvoir prendre des dispositions. Il faut qu'en amont des années avant, que la paix soit un comportement, que la paix soit reflétée dans tout, qui est l'inclusion. C'est très important. Parce que la paix n'est pas un simple état de non-guerre. La paix s'enseigne, s'apprend et se transmet. Il faut mettre en place des dispositions. Je crois que c'est important. S'il n'y a pas une société qui est fondée sur le dialogue social en amont, souffrez que pendant les élections, vu la nature de la politique sur le continent, que vous ayez des ennuis. Ça, c'est clair. Si vous ne faites rien en amont. Alors, concrètement, qu'est-ce que je viens de vous dire? Je viens de vous dire que quand vous prenez la démocratie en Afrique, il y a des signes extérieurs. Vous avez les institutions dont vous avez besoin. Et en théorie, on peut dire qu'il y a la démocratie. Mais en réalité, peut-être compte de la nature de qui nous sommes africains, nous n'aimons pas rendre compte. La redevabilité est un problème que moi j'ai observé depuis un certain temps. Ça fait que la démocratie bat encore de l'aile dans beaucoup de pays. Et ça, c'est au vu aussi de tout le monde. Et sur les intérêts, les gens en parlent ou n'en parlent pas. L'écart entre gouverner et gouvernant demeure relativement important plusieurs années après la démocratisation. La culture politique, à savoir, j'ai perdu les élections, merci, ça n'existe pas. D'ailleurs, il y a des présidents qui ont dit qu'on ne peut pas organiser des élections pour les perdre. Et d'autres à qui on a demandé, Monsieur le Président, il y a des élections qui vont se passer bientôt. Si vous ne gagnez pas, qu'allez-vous faire? Et le slogan est « on gagne ou on gagne ».
C'est-à-dire que la possibilité de perdre n'était pas au diapason. Mais quand vous partez comme ça, que vous n'envisagez pas perdre les élections, c'est normal que vous aurez des ennuis. On gagne ou on gagne. Ça, même au paradis, la dernière fois j'y étais, ce n'est pas comme ça. Il faut anticiper de perdre. C'est ça la vie aussi. D'accord? Alors, la séparation des pouvoirs. Dans beaucoup de pays, malheureusement, vous avez le président qui a son beau-frère à l'Assemblée, président de l'Assemblée nationale, et c'est peut-être le gendre qui est au niveau de la Cour constitutionnelle, et c'est son petit frère même qui est le Premier ministre. En fait, vous avez ce que j'appelle l'inceste politique. Parce que l'exécutif tient à contrôler tout ce qui se passe. Et ça met en porte-à-faux la notion de séparation des pouvoirs. Vous avez des pouvoirs en théorie égaux et séparés, mais en réalité non. Quand c'est le président qui doit nommer, le président de la République doit nommer le président de l'Assemblée, au lieu que les siens le nomment. Président de la Cour suprême, il y a tellement d'amalgames qu'à la fin, et votre démocratie, tout le système repose sur un seul homme. Et comme lui ne veut pas partir, et souvent de mon expérience encore dans le continent, sur le continent, la plupart de vos présidents qui ne veulent pas partir, ce n'est même pas de leur faute à eux. C'est l'entourage de mon observation. Et c'est pourquoi j'ai dit une fois à un président africain qu'il mangeait la bouche ouverte. Et il s'est fâché évidemment, naturellement. C'est à la télé que j'avais dit ça. Parce que celui qui mange la bouche ouverte, ce n'est pas lui qui mange. Tout ressort. C'est ceux qui sont autour. Et devinez ce que ceux-là font? Ils vont chercher des tenailles pour garder la bouche en permanence. Et c'est ceux-là, quand le président dit, il est temps, il faut que je parle, il dit, si toi tu t'en bats, nous on va devenir quoi? C'est ça, manger la bouche ouverte. Vous avez l'absence d'un environnement socio-économique capable de renforcer la démocratie. Comme j'ai dit, si vous avez une démocratie dans laquelle l'écart entre riches et pauvres, au lieu de se rétrécir, s'agrandit, vous n'êtes pas en démocratie. Ça veut dire que vous avez une minorité qui s'enrichit insolemment et tous les autres continuent de s'appauvrir. Et ça, c'est un danger pour toute démocratie, à mon avis. On va parler de sécurité et développement déjà. Alors donc, la nécessité de changement réel, une fois encore, revient au tapis. Il faudrait prendre notre courage à deux mains, nous arrêter, poser les questions réelles, même si on n'en a pas les réponses, au lieu de continuer à prendre les réponses déjà faites pour les fausses questions. Et moi, je crois, malgré tout ce que je viens de dire, que l'espoir est encore permis grâce à ce leadership stratégique que je vois ici. Je vous remercie.